Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch Your Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live. Avec moi, comme d'habitude, Constant. Comment ça va, Constant? Bah, ça va, en ce dimanche, ça va mieux que la commu, Ouais. visiblement, hein. Les gens, calmez-vous, hein. On n'a pas perdu, on n'a pas perdu des finales NBA, hein. Ce n'est que un match contre les On Rockets, est, hein. C'est pas la fin du monde, hein. moi, je l'ai pris. Enfin, moi, je suis complètement en dehors de cette, pour moi, fausse rivalité actuelle. Parce qu'avant, peut-être avant, mais maintenant, j'en ai un peu rien à faire des Rockets. Bon, on a fait un mauvais match, le pire de la saison. Bah, ok, très bien, mais on est en Calme, huit hein. douze, tout va bien. Voilà, oui, Calme, hein. ça me fait un peu rire ce que je vois, du coup, ça me fatigue et ça me fait rire en même temps. Je suis bon. Non, mais moi, vous inquiétez pas, ça va bien se Ah passer, oui, hein. non, Y on a est pas de très souci. bien, je vois non, ça va très très bien se passer. Aujourd'hui, Constant, on va pas parler jeu collectif, production du Thunder, etc. On va parler de chaque joueur individuellement, comme l'année dernière, un petit peu à la même période, après 20 matchs à peu près. Exactement la même période. On avait... On l'avait On... fait après 20 Ouais, matchs. pile 20 matchs, tu vois, je savais pas. Ouais, Donc là, 20 matchs, on va noter chacun des joueurs individuellement, de 1 à 20, ou de 0 à 20 d'ailleurs, en prenant en compte les performances du début de saison, les attentes qu'on en avait aussi, forcément. Ça joue forcément dans la note, sinon ça serait complètement biaisé. critère Euh, principal, même, ouais, pour moi. voilà. On va pas noter de la même façon Shea que J-Dub, qui est un rookie. Enfin voilà, concrètement, c'est assez logique. Et voilà, concrètement, donc n'hésitez pas à vous aussi donner vos notes dans le chat, à voir si vous êtes d'accord avec nous, si on surnote, sous-note, on verra. Les joueurs en régression, on en parlera, certains seront mal notés. Je pense qu'en dessous de la moyenne, c'est qu'on n'est pas satisfait globalement, au-dessus, ça sera qu'on sera plutôt satisfait. Et non, on ne notera pas le coach, c'était une question qu'on s'est posée, mais on n'aura pas forcément le temps. On aura l'occasion d'en reparler plus en large et en travers, du coach, parce que ça fait aussi beaucoup débat. Constant, allons-y. D'ailleurs, non. Vas-y, je te Oui, laisse. ouais. Ce que tu avais fait, le coach, oui, bah, c'est juste quand c'est bien, on parle des joueurs, quand c'est pas bien, on parle Toujours, de ses rotations. toujours. C'est le principe du coach. Non, mais d'ailleurs, vous pouvez noter, pendant que moi je vais donner la note, Pierre, tu peux peut-être faire des petits sondages pour la Ouais, oui, commu. oui, bien sûr. Ouais, je voulais le faire. Si je me souviens comment on fait, mais normalement, on pourra le faire. Ouais, ouais, ouais. On va prendre les joueurs de ceux qui ont le plus joué ou le moins joué. En termes de moyenne de minutes par match, donc en gros de rôle. Le premier, bien entendu, par lequel on va commencer, du coup, c'est Shea. Mm. Constant, combien tu as mis à Shea, sachant que moi, j'ai été très haut. Je le dis direct, j'ai été très haut. Bah, c'est tous les deux notre note la plus élevée, de toute façon. Oui. Il y a pas, y a pas à tortiller. L'an dernier, j'avais mis 7 je crois, ou 8 hachés l'an dernier. Bah, tu doubles la note. Cette année, je lui ai mis 16. 16, c'est ma note entre guillemets maximale. Par rapport aux attentes de début de saison, qu'est-ce que tu pouvais attendre de plus que chez Gilius Alexander n'a pas fait sur ses 20 premiers matchs? Tu as un joueur qui est calibre All-Star ou l'NBA, voilà, on va pas se répéter. Je pense que on a déjà suffisamment parlé sur Shea, on va peut-être aborder d'autres cas un peu plus Mhm. obscurs. Mais voilà, ces derniers temps, ça ressemblait plus à du James Harden qu'à du Shea Gilgeous-Alexander. C'est de la défense, les défenses s'adaptaient un petit peu mieux, il était un peu mieux ciblé, un peu moins en réussite sur ses mid-range, du coup il compensait par des lancers, voilà. Pas grand-chose de plus à dire. Très bon début de saison par rapport aux attentes. On espère qu'on gagnera suffisamment de matchs pour qu'il soit All-Star. Et puis, on espère qu'il va continuer sur la bonne lancée. Mm. Voilà. Non, bah, comme tu as dit, on en a parlé la semaine dernière en plus de Shea, on en parle beaucoup parce qu'il est exceptionnel. Je lui ai mis 18 parce que je vois pas ce que je peux attendre de plus de lui. Il a fait un mauvais match, allez, deux mauvais matchs, ou match moins bien. Celui contre Memphis, vraiment moins bien, et après, c'est des petits détails, mais il finit presque toujours à 30 points. Le seule chose que je peux attendre peut-être un peu plus, c'est que il soit parfois un peu moins solide, c'est qu'il se fonde un peu plus dans le collectif, mais il est tellement au-dessus, et il y a tellement des fois personne à côté que c'est dur. Mais tu vois que ces paniers deviennent des fois d'un peu plus une action collective que juste de l'ISO ou de un contre un ou autre. Mais ça marche tellement bien que c'est dur de lui jeter la pierre sur ça.
Donc voilà, 18. Je pense que c'est difficile d'aller plus haut. Je vois que les gens lui ont donné plutôt 17 ou plus de 17, donc on seront plutôt conformes à nous. Donnez votre note dans le chat, ce sera plus précis que les sondages là. Et voilà, qu'est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur Shea? Non, bah comme t'as dit, All-Star, on espère, ça va jouer à une place près, compliquée, ou peut-être une blessure, on le souhaite pas pour les autres, mais voilà, hein. Ouais, non, mais le seul point sur lequel tu vois, tu parlais du fait qu'il pouvait s'inscrire un peu plus dans le collectif, c'est que l'an dernier, il était. Tu vois, il y a une espèce de mini progression, c'est que 2020-2021, il y avait 13% de ses paniers qui étaient suite à une passe décisive. L'an dernier, c'était 17, cette année, c'est 19. Ouais, waouh. Voilà, ouais, ça veut dire qu'il y a un panier sur 5 de chèques qui est suite à une passe décisive, hein. C'est bon. Ok. Non, non, mais Bon, voilà, pas grand chose à rien à ajouter, je dire. pense que Shea même hier, il a pas fait débat Shea, donc concrètement, il n'y a pas grand Ah non, chose à c'était dire. le seul qui avait C'est le envie de seul jouer qui a hier, envie de jouer. donc. Deuxième joueur avec le plus de temps de jeu, du coup, Josh Giddey en termes de moyenne. Enfin, sur Basketball Référence, je sais pas comment ils ont trié, mais c'est Josh Giddey qui ressortait ensuite. Ouais, mais c'est par minute par match. Ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un peu plus Alors là. compliqué. Euh, c'est l'une de mes pires notes, c'est l'une de mes seules en dessous de la moyenne. Je lui ai mis 7,5 sur 20. Je vais Ah, commencer. t'as même mis des ennemis. Ouais, parce que en vrai, c'est Aïe, 7 aïe, ou aïe. 7, c'est pareil, hein. Euh, Pourquoi j'ai mis 7,5 et pourquoi je peux pas lui mettre plus? C'est parce que je vois pas de progrès pour l'instant par rapport à l'année dernière. Lui aussi, on en a parlé la semaine dernière. Il fait toujours les mêmes choses plus ou moins bien et les défauts sont toujours là, hein, les défauts qui énervent la commu, mais que les gens et les fans, mais qui a peut-être oublié que c'était déjà là l'année dernière, la défense, qui est souvent absente. Je trouve peut-être même moins impactant en rebond que l'année dernière et même en aide sur certains passages où il pouvait un peu plus efficace. Là, je le trouve encore moins bon. Euh, Niveau tir, la progression n'est pas là pour l'instant. Il a la confiance, la gestuelle évolue un petit peu, mais ça tombe pas dedans. Ça tombe pas dedans. Dans la création, là où c'est peut-être la plus grosse déception pour moi, c'est qu'il n'arrive pas du tout à tenir à l'équipe quand Shea n'est pas là. Les minutes sans Shea, concrètement, c'est à chaque fois là où on se fait exploser, hein. Et les minutes où on est bon, c'est où Shea prend le jeu à son compte, j'ai un peu l'impression. Donc là, moi, c'est ce qui me pose le plus problème actuellement et peut-être qui pourrait mettre des doutes pour le futur, c'est s'il n'arrive pas à gérer l'attaque tout seul. Après, c'est un sophomore, on est très loin d'abandonner le projet de Josh Giddey. Mark Denault n'hésite pas à le sanctionner d'ailleurs, même très régulièrement, et même cette semaine, il l'a beaucoup été. C'est le plus sanctionné, hein. Ouais, ouais, avec un autre qu'on parlera ensuite, mais j'aime bien comment on essaie quand même de continuer à le faire progresser, à l'utiliser et tout, même s'il n'est pas forcément bon tout le temps. Après, là, à lui de répondre sur le terrain. Ce qui est frustrant, c'est qu'il arrive quand même à stater. Il y a des passages où tu retrouves du guidé de l'année dernière. Tu sais, dans les flotteurs, où il est plutôt bon, il va te faire deux trois passes à filer. La prolongation contre Chicago, là, que j'ai regardé pas longtemps avant qu'on enregistre d'ailleurs, euh, tu vois, il a été vraiment bon. Donc c'est Ouais. dommage que tu sois pas un peu plus régulier sur ça, même si tu stats moins et autres, mais que tu aies des gros passages à vide où tu te demandes qu'est-ce qu'il apporte, quoi. Ouais, bah, j'ai sensiblement mis la même note que toi, puisque j'ai mis 8. Ok. Début de saison insuffisant. 8 pour moi, c'est la note qui montre que c'est insuffisant. Euh, je trouve quand même, les gens, c'est pas méchant, mais vous avez quand même vachement embelli la saison de rookie de Josh Giddey, hein. Parce que Josh Giddey, ça n'a pas été 55 matchs où tout était tout rose, Non. où le mec tournait en triple-double, où il mettait 20 points par match, hein. Il y a beaucoup de matchs de Josh Giddey où l'an dernier, où il perd des ballons, où défensivement il n'est pas concerné, où il met pas un tir dedans. Enfin, je trouve ouais on l'a peut-être fait un peu trop sur la saison rookie de Josh Giddey parce que le final était exceptionnel, mais le début était pas non plus, c'était bien, hein, mais c'était pas non plus la fin, C'est ça, quoi. la fin de Josh Giddey, c'était des triples-doubles, il y avait pas Shea, il portait l'attaque, enfin tu sais, on avait un souvenir de lui, enfin c'est ouf. Tu le revois en Summer League, il marchait sur la Summer League en jouant à 2 à l'heure. Donc je pense que effectivement les gens avaient beaucoup d'attentes, peut-être à le surcoter un petit peu sur certains points, mais faut être patient avec Josh, il y a quand même des défauts assez importants dans son jeu qui étaient déjà là l'année dernière comme on l'a dit et qui vont mettre du temps à se corriger et qui du coup là sont pénalisants quand on est un peu plus compétitif quand même que l'année dernière sur certains matchs où la moindre différence se voit, j'ai envie de dire. Ouais, mais enfin,
Qui dit, enfin, je l'ai déjà dit, mais le défaut majeur, enfin le défaut ou le truc, il y a deux choses qui sont pénalisantes pour Guidi sur ce début de saison, c'est que de un, il doit rejouer avec chez Alexander, ce qui n'était pas le cas sur les matchs de l'an dernier. L'an dernier, il pouvait faire ce qu'il voulait, il n'y avait pas chez. C'était Dort qui allait lui piquer la balle une fois de temps en temps, très mal, mais c'était le Mm, show mm, mm. Guidi sur les derniers matchs, et c'est là où c'est ses meilleurs matchs, ce qui d'ailleurs peut continuer de poser des questions sur la compatibilité avec Shea. Euh, et le deuxième truc, saison sophomore. C'est que globalement, vous allez checker les rookies qui ont été draftés haut l'an dernier, qui fait un début de sophomore absolument exceptionnel. Ils sont tous plus ou moins en galère, alors à différents degrés. Guidi, ça se voit un peu plus parce qu'offensivement, il est moins doué qu'un Jalen Green, qu'un Franz Wagner. Matt Jennings, c'est pas fou non plus. Scotty Barnes, il tourne dans un collectif de Toronto qui est bien mieux huilé que le nôtre. Il a moins de responsabilités en attaque, mais c'est Guidi, on lui demande déjà de faire beaucoup de choses en attaque, et du coup, quand il fait des erreurs, ça se voit encore plus. Mais globalement, si vous prenez juste les stats brutes, et je parle même pas de points, si vous prenez les stats en termes de pourcentage de réussite au cercle, de pourcentage de réussite sur les mid-range, Guidi, c'est à progresser, entre Mm, guillemets. Hein. Au cercle, c'est mieux que l'an mm. dernier. Sur Ça se les voit. mid-range, ça se maintient. Dans les corners à 3 points, ils n'entendent pas assez, mais c'est en progression. Ouais, et là où il a du mal à peser un peu plus que l'an dernier, je suis d'accord avec toi, c'est que j'ai l'impression qu'il crée moins pour Mm. les autres. C'est un peu plus difficile pour lui de créer pour les autres, mais encore une fois, c'est des ajustements. C'est une question de lui aussi, lui en a parlé, c'est une question de trouver son rythme offensivement et de s'adapter à ce que les défenses te proposent. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais bon, voilà, de là à dire Guidi c'est une catastrophe, il faut absolument le bencher, ce qui est déjà largement fait par Mark Villeneuve. Mm, Il mm, faut mm. remettre d'un coup tout en cause le processus de Josh Giddey parce qu'il est pas très bon sur 20 matchs, non. Et c'est ce qui a été dit dans le chat. Le début. Imaginez si l'an dernier, après le mauvais début de saison de chez, on avait tout remis en question. Non. Ça peut arriver de faire des mauvais débuts de saison. Mais j'aime bien le côté que tu as aussi développé, et tu l'avais dit la semaine dernière, l'adaptation hachée qui au final, comme tu l'as dit, c'est C'est lui pas qui... adapté. Oui, c'est pas adapté, c'est à lui de le faire, beaucoup plus que Shea Ouais. qui actuellement a beaucoup le ballon, a tous ses tirs, voilà, est efficace et tout, et enfin voilà, on met pas en cause ça, mais Guidi c'est beaucoup plus, je pense, dur pour lui, et c'est beaucoup plus à la recherche de solutions, il y a moins de systèmes appelés pour lui, il y a moins de choses pour lui, donc... Ouais, compliqué, mais on va pas du tout abandonner le projet, et contrairement à des choses que j'ai pu voir aujourd'hui, il a encore largement sa place dans le projet, et je pense qu'il sera là sur le long terme. Hein. C'est pas en 20 matchs qu'on Non, va non. remettre ça en question, et que j'ai hâte qu'ils remettent les choses d'aplomb, on va dire même. Ouais, ouais, bah après, il y a des choses que les gens ne sont pas prêts à entendre. J'en discutais avec Tom de Duck Hebdo juste avant. On parlait du projet Josh Giddey et on disait que il évoluait souvent en tant que ball handler principal sur la seconde unit. Et euh, Tom me disait, Guidi, est-ce que vraiment il fit le projet entre guillemets? Enfin, il dit pas qu'il fit pas, mais t'avais vraiment ce côté chez plus Chet, plus des mecs qui savent shooter de loin et qui sont très défensifs, ce qui était un peu le cas sur les matchs où Guidi était pas là, notamment face aux Clippers. Bah tiens, quelqu'un a mis Josh Giddey sixième homme. Tu peux pas le faire parce que Pixie, c'est du coup, ça serait considéré comme un échec, mais si Josh Giddey se transforme dans ce rôle-là, ce sera pas non plus un échec complet. Non, mais après, enfin, même si t'as un Guidi en sixième homme, le problème reviendra au même, c'est qu'il y aura un moment où il doit jouer avec Shea. Quoi. Enfin, tu pourras pas. Ouais. Shea joue 36 minutes par match, il y a un moment, les deux vont jouer ensemble. Hein. Enfin, tu vois, Ah bah oui, mais peut-être moins que là déjà. oui, après, il a peut-être des moments où il aura du coup plus la balle et tout. Un peu comme on reste avec Elé, tu vois. Tu te dis, bah là, sur le banc, il y a des fois plus de moments sans les deux autres ou autres. Enfin, tu vois, et ça l'a relancé. Ou voilà, tu peux considérer ça. On n'est pas du tout dans le même cas, mais je prends cet exemple-là qui est criant ces derniers temps. Bien sûr. Mais il y a quand même des minutes où ils jouent ensemble. T'es forcément obligé de t'adapter et de Ah trouver des bah oui. solutions. Et je pense que pour l'instant, le plafond du Thunder, c'est s'ils arrivent à être en symbiose tous les deux et à jouer super bien ensemble. Et à se partager la balle comme il faut, à créer l'un pour l'autre, tu vois, ça serait l'idéal. Ah ouais. Mais de toute façon, c'est la priorité du Thunder, contrairement à ce que j'ai pu lire sur les réseaux depuis quelques jours,
c'est pas de gagner des matchs cette saison. C'est ta priorité. C'est Chez, développé. chez mis à part, mais tes deux priorités, c'est ne foire pas Guidi et à partir de l'an prochain, ne foire pas Chet Holmgren. Et du coup, permets-leur de faire des erreurs cette année pour qu'ils n'en fassent plus les années d'après. Vaut mieux qu'il les fasse maintenant, les Rivers où il perd la balle en fin de match que, que l'année quand on sera en playoff ou je sais pas quand, quoi. Bah ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Passons au joueur suivant. Le troisième dans la liste, bah forcément c'est le troisième larron, hein, c'est Lou Dort. Ça va être intéressant de voir là les notes des gens. N'hésitez pas à tout de suite donner votre note de Lou Dort. Je lui ai mis 12. Combien tu l'as mis? Ouf, j'ai mis 9. Ok, bah, ça va être intéressant de voir. Je vais te laisser commencer et après je défendrai Lou du coup. Bah, Lou Dort, en fait, il était difficile à noter. J'y ai mis Oui, la c'est moyenne. difficile. Au, dé- Mm, mm. au début, je lui ai mis la moyenne, et puis finalement, vis-à-vis des autres notes que j'avais attribuées, ça collait pas forcément. Pour moi, le début de saison de Dort, il est pas satisfaisant. Il est pas satisfaisant en deux parties, en fait. C'est que en début de saison, il est pas satisfaisant parce qu'il met pas un tir, mais il défend fort. Et là, la seconde partie de saison, il est un peu mieux offensivement, mais comme la défense du Thunder ressemble plus à un gruyère qu'à une défense NBA, je peux pas dire que c'est bien défensivement. Oui, il a bien défendu sur Demar DeRozan. Mm. Est-ce que c'est le principal responsable de la défense qui s'effrite au fur et à mesure des matchs? Absolument pas. Mais voilà, Lou Dort, comme tout le monde au Thunder, a son petit coup moins bien défensivement, même son gros coup de moins Mm. bien défensivement. Et pour ce qui est de l'attaque, oui, ok, il met un peu plus dedans depuis quelques matchs, mais ça reste globalement très irrégulier. 55% de réussite au cercle, c'est comme l'an dernier. 30% de réussite sur, 31% de réussite sur les 3 points, c'est même en baisse par rapport à l'an dernier. Moi, personnellement, je ne peux pas considérer que le début de saison de Lou Dort est satisfaisant. Alors moi mon 12, c'est pas insatisfaisant, c'est un correct. C'est juste bon, ok. Euh, Défensivement, tu l'as dit, il avait super bien commencé la saison et ça compensait son manque offensif où il mettait rien au début de la Mm. saison. Là, effectivement, ça défend moins collectivement, donc même pour lui, c'est beaucoup plus dur d'être efficace enfin, de défendre un contre un super dur si derrière tu sais que ça va pas tenir. C'est quand même beaucoup plus compliqué que quand t'as tout le monde qui est prêt à aider, etc. Il a pris, bah, par exemple, la nuit dernière contre Jalen Green, il n'y était pas du tout. Après, contre Demar DeRozan, il a été beaucoup plus efficace. Voilà. C'est un peu plus sur courant alternatif récemment, Lou Dort défensivement. Mais ça Ouais. reste quand même correct et j'ai l'impression que c'est quand même mieux que l'année dernière ou la fin de saison dernière où il défendait plus beaucoup, où il prenait beaucoup de tirs et tout. Après, Ah, c'est différent. pourquoi j'ai augmenté sa note récemment? C'est que ça fait un petit moment, j'ai l'impression que j'ai pas vu de personne ou même nous râler sur des tirs un peu casse-gueule où il abusait vraiment dans son rôle offensif ou des choses comme ça. Ce qui pour moi est déjà positif parce que ça veut dire qu'il s'adapte un petit peu offensivement, bien qu'il prenne encore pas mal de tirs, hein, c'est pas le problème, mais il y en a moins de frustrants. Tu l'as dit, son pourcentage est faible, mais il avait tellement mal commencé la saison, on nous le dit dans le chat, que là récemment, en fait, il tire bien et ça est en train d'augmenter du coup son pourcentage à 3 points, ce qui est encourageant. Hein, il a fait vraiment un mauvais début de saison sur le tir et là il revient plutôt bien. Au cercle, j'ai toujours ce problème avec Lou Dort sur les drives, enfin ce problème. J'aime bien sa capacité à, tu vois, chez fixe, il reçoit la balle et il est capable de blow by à peu près n'importe qui, parce qu'il va vraiment vite sur le premier pas et il est tellement bas que c'est super dur à défendre. Après, des fois, il va tellement vite qu'il perd un peu le contrôle de tout ce qu'il fait. Des fois, ça va tomber dedans et ça va être vraiment un gros drive et une belle action et quasiment indéfendable. Des fois, il va faire un peu n'importe quoi. Et ce qui se ressent va sur son pourcentage, qui est très moyen au cercle. Mais tu vois, sur cet aspect blow-by, et je suis capable de passer mon joueur sur du 1 contre 1, il a pour moi pas mal progressé. Et ça, je trouve ça intéressant en tant que. Pour l'instant, c'est quoi? C'est la troisième ou quatrième option. Dans le futur, ça sera peut-être ta quatrième ou cinquième. Mais si sur. C'est encore la troisième, hein. Pour l'instant, ouais, ouais. Mais dans le futur, à voir. Mais tu vois, s'il est capable de sanctionner efficacement sur ce genre de choses et t'amener ça, ça peut être intéressant dans le futur sur ton collectif. Donc pour moi, je lui ai mis un 12 de correct. Il y aura d'autres 12 dans mon classement qui n'auront pas forcément le même message derrière, si je peux dire. Mais il méritait pour moi au-dessus de la moyenne, c'est sûr. Après, est-ce que 12 c'est un peu haut? Je sais pas. Dans le chat, ça va de 10 à 14 de ce que je vois. Mais assez dur de le noter, effectivement, Dort, parce que dès maintenant, il y a déjà une saison à deux vitesses. Donc en 20 Bien matchs, sûr. c'est compliqué. Ouais, mais d'ailleurs, pour répondre à ce qu'on nous a dit dans le chat, il a rattrapé à 3 points, oui, mais je juge sur les 20 matchs, je juge L'entièreté. pas Ouais, sur ouais. les 10 derniers.
Donc il y a un moment, il faut pénaliser aussi le mauvais début de saison. Ouais, mais tu vois, sur l'aspect à côté de à côté de Guidi, c'est un autre problème parce que Guidi est pas au niveau pour l'instant, comme on l'a dit. Je suis plutôt satisfait, c'est un grand mot, mais ok, ça me va de ce que je vois sur certains trucs. Moi, je préfère le gars dont on va parler juste Ah après, oui, à bon, mais côté de chez moi. là c'est une des notes les plus hautes, je pense, de notre liste. Bah allons-y, parce que là on a passé les joueurs dont on parle beaucoup. Là, J-Dub, il va avoir son moment. Il va avoir son moment. On arrive à Jalen Williams, parce que c'est déjà le joueur qui a le quatrième temps de jeu au KC en tant que rookie, c'est quand même plutôt pas mal. Hmm. Je lui ai mis 15. Je lui ai mis 15. Combien tu lui as mis? Ouais. 13. Oh, je te pensais C'est plus haut. c'est ma troisième meilleure attaque. Oui, mais il met pas un 3 points. Ah, bah c'est le seul défaut. C'est le seul défaut. Bah ouais, mais du coup, je le pénalise un peu. Parce que j'en attendais plus à 3 points. Non, bah sinon, je peux peut-être commencer sur J-Dub. Non, non, mais 13, arrêtez de dire que c'est dur, c'est une bonne note, 13. Pourtant, il est souvent dur dans ses notes, hein, faut le savoir. Moi, je serais un peu plus positif. Non, mais vous regardez, au pire, vous regardez pas la note, vous regardez Qu'est-ce qu'il va dire? la combientième de note que c'est. J-Dub, c'est ma troisième meilleure note de l'équipe. Ça veut dire que c'est, selon moi, le troisième meilleur joueur du Thunder sur ce début de saison. Après, la note, on s'en fout. Non, mais très intéressant. J-Dub, utilisé parfois en tant que titulaire, utilisé parfois en tant que sortie de banc. Ce que j'adore chez lui, c'est son côté multifacette, son côté couteau suisse. C'est que tu peux le mettre en ball handler de la seconde unit et c'est là où, pour le coup, en fait, quand Jalen Williams a la balle en main avec la seconde unit, je suis rassuré. Là où, quand Guidi a la balle en main avec la seconde unit, j'ai des sueurs froides en fait. Et c'est même pas une blague, c'est que je suis plus rassuré quand J-Dub a la balle en main. Tu peux l'utiliser donc avec le banc, tu peux l'utiliser en tant que spot-up shooter avec le starting five pour terminer certains matchs. Il peut créer de temps en temps, il peut porter la balle aussi avec les titulaires. Il a un bout de mid-range, enfin il a même un très bon mid-range puisqu'il a 44% de réussite sur les mid-range. Au cercle, il est très agressif. Il est agressif dans le sens où son côté athlétique et le fait que finalement, c'est un peu un espèce de faux skinny. T'as pas l'impression qu'il est capable de dunker, mais finalement, quand il va au cercle, c'est plutôt très intéressant et assez violent. Il a 68% de réussite près du cercle. Défensivement, il est plutôt intéressant, même s'il n'est pas complètement satisfaisant, notamment à peu près comme tout le reste de l'effectif. Voilà, la seule critique que j'ai à faire pour Jalen Williams, c'est qu'il met pas ses tirs à 3 points. Où c'est encore très irrégulier. C'était peut-être un peu mieux là sur les derniers matchs. J'ai le souvenir du match contre Washington où il met un peu dedans. Mais sinon, le reste, ouais, très bien, très satisfaisant. Et j'en attendais déjà pas mal. Et malgré ça, il parvient à dépasser mes attentes. Bon, bah, j'ai pas énormément de choses à ajouter. Moi, je lui ai mis 15 et c'est ma deuxième note ex aequo. En fait, il aurait pu avoir 17 s'il mettait les tirs à 3 points. Concrètement, parce Hmm. que moi, quand je le vois, en fait, j'ai pas l'impression que c'est un rookie. C'est ça qui est le plus. Il a joué quoi? 15 matchs? Ouais, parce qu'il a le l'Olympia, 14, je 14. crois. J'ai pas l'impression que c'est un rookie en fait. Il fait très peu Après, il d'erreurs. a 21 ans Oui, bon, mais à ça, et 21 ans, ça aussi. reste jeune. Et j'ai pas l'impression que c'est un rookie, il fait pas d'erreurs de bêtes. Tu sens qu'il s'est déjà adapté à la vitesse du jeu, il s'est déjà adapté à la dimension physique. Là, tu l'as bien dit, j'avais sous-estimé ses capacités athlétiques. Hmm. Niveau dunk, niveau finition près du cercle, où tu sais, il reçoit la balle dans le dunker spot et il finit au-dessus des gars. Hmm. Sous-estimer sa vitesse. Là, je remets une action où il met un N1 sur DeRozan, là, où il accélère en transition. Je pensais pas qu'il était capable de faire ça athlétiquement. Et après, je suis très impressionné par son toucher sur les flotteurs et sur les mid-range, où il met des tirs vraiment compliqués, qui se créent tout seul. Ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant pour un joueur comme ça, déjà, d'être capable de faire ça. Effectivement, le seul point un petit peu négatif, c'est son tir à 3 points. Il est capable de les mettre, il n'est pas non plus à 18%. Ou voilà. Je pense qu'à terme, ça va se stabiliser sur la saison à 33, peut-être quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être, moi aussi, comme toi, le point qui m'a le moins convaincu pour l'instant. Après, dans son rôle, c'est peut-être ça qui est intéressant de discuter avec lui. Il a starté en 4, il a été en sortie de banc, il a fait pas mal de choses différentes. Il était ball handler principal sur le banc, il a fait plein de trucs différents.
Je suis rassuré Benjamin comme toi, bien que j'ai des doutes sur le fait que ça puisse vraiment être une option à terme en tant que deuxième créateur, voilà, mais il pourra vraiment bien dépanner sur certains passages dans cet aspect-là. Mais est-ce que tu dois le faire jouer 4 ou est-ce que tu dois renforcer la raquette avec d'autres gars dont on va aborder ensuite? Est-ce qu'il est plus intéressant en sortie de banc parce que du coup il a plus le ballon, notamment maintenant que Guidi et Man ne sont pas forcément bons sur le début de saison. J'ai du mal à le voir, ce qui sera le mieux pour lui, mais pour l'instant ce que j'aime bien c'est qu'il est utilisé de plein de façons différentes et dans plein de situations offensives différentes et défensives aussi. Tu vois qu'on essaye déjà d'expérimenter ce qu'on pourra faire avec lui dans le futur et jusqu'où il pourra aller dans différents rôles. En termes de polyvalence, c'est déjà très intéressant et ça, j'aime bien ce qui est fait en termes de test. Je pense que c'est trop tôt pour conclure sur ce qui est le mieux pour lui, mais on est déjà en train de tester plein de trucs et ça, c'est cool. Parce que c'est pas le joueur qui a été testé dans le plus de Si, configurations différentes. si, je pense. Si, Ouais, si. Mm, probablement. mm. Probablement. Non, bah, je suis d'accord avec toi. Pas second créateur, parce que second C'est dur. créateur, c'est quand même un Mm. truc élevé, mais il peut être. Il est déjà un peu bah, c'est même déjà ton premier créateur en sortie de banc. Et c'est vraiment cette capacité. Encore une fois, je crois que j'ai déjà dit, donc je ne fais que de me répéter, mais c'est rareté du profil. Un ailier qui est capable de créer et de poser la balle et qui n'est pas un ailier All-Star, c'est extrêmement valuable dans l'NBA de 2022. Après, pour ce qui est de son rôle actuel, je le préfère en sortie de banc pour l'instant qu'en starter. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, on le voit plus en sortie de banc. Et après, quitte à finir les matchs ou avoir des minutes, Ah, peut-être en bien sûr, deuxième mi-temps où il start, ou voilà, ça se fait pas mal, ou d'autres choses, mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Ouais. bien sûr. Pour moi, il sort du banc et il termine les matchs. Ouais. Parce que, et tu commences avec une raquette plus grande. Parce que tu as trop besoin de lui en sortie de banc, tellement un certain joueur est mauvais actuellement. Passons au suivant, Constant. Le cinquième joueur avec le plus de temps de jeu. Ah là aussi on va être positif. On enchaîne là le positif. C'est Alexei Pokusevski. Je lui ai mis 15, c'est lui mon deuxième joueur ex aequo avec J-Dub et je pense que c'est ton deuxième joueur le mieux noté. Ce qui est incroyable. Si c'est ça, c'est incroyable. Dans le chat, ça préparait le mea culpa déjà, mais c'est incroyable. J'ai mis 14. J'ai mis 14. Mais pour une raison simple, c'est que en termes de dépasser mes attentes, il n'y a personne qui a plus dépassé mes attentes que Ah ouais, Poku bah là cette pour le coup, saison. oui. Il y a un moment, il faut être honnête. C'est que là, moi, j'en attendais absolument plus rien. Et là, il nous fait un espèce de revival de Poku, ou peut-être pas un revival, c'est juste il est né tout Un court, Vivol. quoi. Ouais, un revival, quoi. Voilà, c'est pas grand-chose à dire. C'est le facteur X du Thunder. C'est quand Poku est bon, le Thunder est dans la plupart des matchs. Quand Poku est mauvais, comme cette nuit, le Thunder prend l'eau. Et quand il est absent, c'est souvent des matchs où le Thunder est pas bon, notamment le match contre New York. Donc, ouais, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On en a déjà parlé un petit peu la Mm. semaine dernière, donc on va pas non plus en rajouter une couche. Mais il est très intéressant. Ouais, il a toujours ses petits côtés Pokuverse où la fin de match contre Chicago, moi, il me rassurait absolument pas. Cette possession où il prend un mid-range en tête de raquette alors qu'il a tout le panier libre devant lui. Bon, Ah, il y a des ça, gars en aide, mais ouais, il m'a pas choqué ouais, ce mais tir-là. Mais après, c'est pas un tir que t'as envie de prendre en fin de match, mais il était pas non, mais mauvais quoi. ça revient à ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est va tout écraser sous le cercle, quoi. T'as la taille pour le faire en plus. Il manque de. C'est peut-être le truc où il peut encore s'améliorer, c'est que sous le cercle, soit un peu plus agressif. Je trouve que de temps en temps, il tente des espèces de flotteurs ou de lay-up plus compliqués que juste aller dunker, quoi. C'est le seul reproche que je peux lui faire. Après, s'il continue à rentrer 42% de ses 3 points, Ouais. bon bah on va être bien, hein. Mais bon, je reste prudent. Je reste Déjà, prudent. c'est ça. Quand tu vois ces pourcentages, même dans un monde idéal, on pouvait pas l'imaginer, je pense, cette année qu'il allait tourner comme ça pour l'instant. C'est vraiment, tu vois vraiment qu'il a pris confiance, qu'il a pris du rythme sur le tir extérieur et tout. C'est assez incroyable que d'un coup il se mette à mettre dedans comme ça. Ce qui est encore plus incroyable, c'est son évolution défensive. Euh, D'où il se met à défendre comme ça au poste 4-5 sur des joueurs bon, au sol, etc. C'est toujours bien plus, c'est toujours compliqué parce qu'il est léger, etc. Et t'as des joueurs dominants. Mais au timing de contre, en protection de cercle, au rebond, etc. Il y a eu des choses vraiment intéressantes. C'est plus des flashs en fait, ça devient un peu plus de la régularité. Ça fait bon, si t'enlèves hier où il a
très peu joué au final, il a été très vite sanctionné par Daynolt. Ça faisait Ouais. longtemps qu'on n'avait pas eu de mauvais matchs de Poku. Et ça devient. Tu vois, c'est ce qu'on disait depuis longtemps en fait, que ces bons matchs deviennent sa base de régularité en fait. Et là, Que les flashs deviennent sa base. voilà. Et ça, on s'en rapproche de plus en plus. J'aime bien offensivement ce qu'il est capable de faire. Effectivement, il y a toujours des moments où tu dis qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ça arrivera toujours. Ah, y a des trucs, ouais. Mais Genre, tu vois, les espèces de trucs bizarres qu'il faisait avant, maintenant, ça devient efficace en fait. Tu sais, c'est les feintes de main, les écrans pas vraiment posés, mais où j'anticipe la réaction. Il y a plein de trucs, tu te dis, mais pourquoi il se passe ça? Qu'est-ce qui prend des movie screens par contre? Ouais. Oh là là Mais, là là. mais du coup, c'est en train de devenir plutôt efficient en fait, ça, et c'est grave intéressant. Il a même joué un post-up, l'autre fois, ça m'a assassiné. Il a joué un post-up sur. C'est contre Chicago, je sais plus sur qui il a marqué. J'ai dit, mais ça Et existe attends, pas. C'est sur De attends, Somno. c'est sur un. Ouais, je crois que c'est sur Ouais. Dosomno ou sur Dragic peut-être. C'est Et sur un il de va tir en mettre tout un cas. layback en un dribble, enfin voilà. Donc, moi je peux être que satisfait. Ça fait un moment que j'ai jamais lâché un petit peu le projet, même si je commençais d'avoir des doutes. Et Ouais, il y a un j'avais moment, des tu doutes. avais Il y a un sorti moment, un bon gros pied de la il y a un baignoire. moment, Quand même, hein. il me mettait à l'épreuve beaucoup, tu vois, mais bon, quand même. Et enfin là, ouais, là, ça devient un vrai joueur NBA. C'est ça qui est intéressant. Alors après, dans son évolution, comment il pourra être utilisé vraiment dans une équipe qui gagne plus, quand il y aura potentiellement de Chet, quand il y aura différents rôles, etc. À voir, est-ce que ça sera un joueur en sortie de banc qui du coup aura quand même un peu de liberté, qui t'apportera des deux côtés du terrain en sortie de banc? Est-ce qu'il sera à côté de Chet dans le 5? Bon, ça, on en est loin de tout ça. Là, on va le laisser progresser tranquillement et continuer de prouver qu'il y a quelque chose en fait. Mais rien que là, déjà, enfin, mais tu le vois vite, il y a plus de mauvaises réactions sur Poku, tout le monde commence de se rehyper un peu dessus. Au début de saison, il a pris. Oui, Quand il a même. pris, mais là, depuis c'est qu'il s'est fait la cheville, enfin, la première fois. La première Ouais, la cheville. première fois. C'est un point que j'ai noté d'ailleurs, hein. Bon, ça sera toujours, mais là, il a eu quel petit pépin physique, mais qu'il est quand même sur le terrain, mais petite fragilité, mais ça, c'est à prévoir, hein, pour un joueur de cette taille-là et de ce physique-là, c'est obligatoire. Mais satisfait, bien sûr. Il n'y a rien à dire sur Poku, il est vraiment régulier sur le début de saison, donc. Oui, bah rendez-vous au All-Star Break pour voir où il en est. On va en discuter. Le bilan de mi-saison, on verra où on en est à peu près. On en reparle au Mm. All-Star Break. Joueur suivant, allons-y. On va commencer d'être dans les Là, on joueurs. rentre dans le son. Ouais, là, ça va être des joueurs plutôt du banc, qui ont des rôles un peu moindres. On arrive à Ouais, les Treman. notes aussi sont un peu On moins. arrive à Treman. Alors là, je sens que. Disons que la note va être à la hauteur de la déception qu'on a et des espoirs qu'on avait au début de saison. Je lui ai mis 6, c'est ma pire note. Je suis pas descendu plus là. Moi, j'ai mis 7. Ma pire note. Je vais commencer sur Treman. On était très nombreux à se hyper sur Treman de par certaines choses. Même moi qui étais plutôt frileux l'année dernière en termes de régularité, je commençais de beaucoup me hyper sur Treman parce qu'il avait montré des choses vraiment intéressantes. Et là, il est moins bon que l'année dernière, quoi. Moi, j'ai l'impression. On est reparti presque, Voilà, oui. on est reparti pas à zéro, mais il met plus un tir. Et il met plus un tir. Pourtant, il y a des situations où tu te dis, mais pourquoi tu fais pas ça à chaque fois? Tu vois, des drives ou des flotteurs où il fait un cross, il passe le gars, et tu te dis, mais pourquoi tu fais pas ça plus souvent au lieu de faire tirer de loin? Défensivement, je le trouve moins impliqué. Bon, là, actuellement, encore une fois, c'est compliqué pour tout le monde. Mais je le sens moins impliqué. Il a beaucoup moins de temps de jeu qu'avant, là, petit à petit. Hein. Là, ça fait quelques matchs que Degnault, il le fait pas beaucoup jouer. Et c'est justifié, quoi. C'est justifié. On n'en est pas à abandonner le projet Treman non plus, loin de là. Mais ça pose question parce qu'il a du mal à trouver son rythme, il a du mal à retrouver le groove qu'il avait l'année dernière. Et tu vois, là où un J-Dub, on en a parlé tout à l'heure, tu peux l'utiliser de plein de façons différentes, il arrive toujours à s'adapter, il a trouvé son rôle, il arrive à. C'est super intéressant. Treman, t'as l'impression qu'il est bloqué sur certains points, quoi. T'as l'impression que dès qu'il n'a pas la balle, c'est compliqué, qu'il veut absolument mettre son step back, qu'il veut faire. Enfin, t'es bloqué, il a du mal à s'adapter à ce début de saison. Et bah, ça risque d'aller mieux, c'est même sûr petit à petit au fil de la saison. Mais là, Ça peut pas être pire, c'est hein. inquiétant. Ça peut difficilement pas être Oui, pire. oui, déjà. Globalement. Déjà. Enfin, ça peut difficilement être Oui, pire, c'est oui. justement. Moi, j'ai une stat pour montrer à quel point Treman, je me pose des questions sur son QI basket et sa sélection de tir. L'an dernier, il était à 48% de réussite près du cercle. Cette année, il est à 67.
67. Et le gars passe sa vie à tenter des step back à 3 points. C'est-à-dire qu'il a 67% de réussite sous le cercle. L'an dernier, il y avait 19% de ses tirs qui étaient des tirs sous le cercle. Cette année, il y en a 17. Le gars est plus efficace de 20 points de pourcentage par rapport à l'an dernier. Et il en tente moins cette année que l'an dernier. C'est tout le paradoxe Treman. Moi, je suis absolument pour qu'il fasse un petit tour en G-League, Treman. Ça lui ferait aussi. Ça lui ferait pas de mal. Je l'ai écrit aussi. Ferait pas de mal. Va en mettre 50 en J-League et revient. Tu vois, genre. ça ne lui ferait pas de mal. Je crois que l'an dernier, ça avait été plutôt efficace. Je vois dans le chat qu'on nous dit la pré-saison, c'est le pire indicateur. On se base pas sur la pré-saison de Treman. On se base sur son dernier match ou ses derniers matchs où il en plante 35 contre Boston. Après, alors, si je peux me faire l'avocat du diable, faut pas oublier quand même ces matchs où il était starter, là, les 4 matchs où il n'y a pas Giddey, les 2 matchs contre les Clippers où il était très bon. Il faut pas non plus tout jeter. Depuis qu'il est revenu de sa blessure contre le 2, enfin sa blessure au dos face aux Knicks, c'est une catastrophe absolue. Bien sûr, mais encore une fois, déjà Treman c'était pas le joueur le plus régulier l'an dernier. Souvenez-vous du début de saison de Treman, c'était pas fou non plus. C'était mieux, hein, largement. Hein. C'était pas complètement fou non plus. Et encore une fois, je vais sortir le même argument que Josh Giddey, mais sophomore. Josh Giddey et Treman, ils n'ont pas pris de rookie wall l'an dernier. Là, ils sont en train de prendre un sophomore wall et qui existe. Hein. Voilà, vous regardez Bones Island se démerde bien à Denver, mais tous ces Josh Christopher, par exemple, du côté de Houston, a plus du tout de temps de jeu. Faut pas oublier non plus que Treman reste entre guillemets qu'un pick 18 et que voilà, moi j'ai pas de doute sur le fait qu'il va rebondir parce que il a trop de talent pour être aussi médiocre. Mais j'ai surtout pas envie qu'il nous fasse une Théo Malédon ou une Ty Jerome parce que ça me ferait un peu chier tellement on a vendu Treman. Mais oui, je pense que la G-League à ce point-là est nécessaire parce que même dans son apport au Thunder, sur les matchs, il est négatif. Ouais, puis il joue plus, enfin il joue de moins en moins, tu le mets pas, c'est pareil, hein, concrètement. En plus, il avait fait quand même quelques bons matchs au tout début de saison. Il y avait une perf à. Il y avait une ou deux. 24 points contre les Clippers. Ouais, il y avait une fois, on l'avait mis, je pense, dans les plus. La rédac l'avait mis dans les tops de la semaine. Donc, tu vois, il y avait quand même 2-3 matchs intéressants. Mais, ouais, tu l'as très bien décrit. On va pas abandonner le projet, il va rebondir, c'est sûr et certain. Mais tu as besoin peut-être d'un truc pour redéclencher quelque chose de positif chez lui. Ouais, complètement. Et la J-League pourrait être une solution là, ou alors il lui faudrait une perf un peu sortie de nulle part où il prend feu et du coup ça lui reprend confiance, mais ça c'est dur à créer si tu joues peu. Après, ouais, moi ce qui m'embête, ce qui mettrait pas juste les tirs, je suis d'accord. Après, c'est l'investissement défensif et tout, tu pourrais compenser en fait ça, et je vois pas ça chez Treman pour l'instant, donc ce qui est un peu plus compliqué. Après, il bombarde à 3 points, tu l'as bien dit, mais je pense que c'est la défense qui lui donne aussi. Enfin, moi, je vois Treman qui tire comme ça, je le laisse tirer. Hein. Je l'empêche d'aller au drive. Ah oui, c'est sûr. Lui, en plus, il a tendance à facilement les prendre, donc tu laisses faire. Comme globalement, pas mal de l'équipe du Thunder au début de saison. Hein. Donc à voir, tu vois. Ouais, il lui faut un élément déclencheur dans tous les cas, et on espère que ça va arriver rapidement. Ouais, bah, de toute façon, non mais là encore, le mec en NCAA, il avait un des meilleurs flotteurs de toute la NCAA, il l'utilise plus. Enfin, il y a un moment où, je l'ai déjà dit l'an dernier, mais Treman, je sais pas si c'est un problème de QI basket ou de sélection de tir, mais tu vois la sélection de tir de Treman, tu te dis, mais dans quel cadre, quoi? Le mec, les step back à 9 mètres, il les tente, alors qu'il reste 13 secondes sur l'horloge des 24, quoi. Non. Ouais. Parlons maintenant du suivant, c'est Monsieur Aaron Wiggins. Combien tu lui as mis? C'est intéressant. Parce que... 12. Ok, donc c'est plutôt bien pour toi. Moi, j'ai mis 13,5. Je lui ai mis 13,5 parce que j'ai été agréablement surpris d'Aaron Wiggins. Mais je vais te laisser commencer sur lui. Oui, bah moi aussi, c'est tout. Bon, de toute façon, mon principal critère, ça a été de notation, ça a été en fonction de mes attentes. Aaron Wiggins, j'avais absolument aucune attente sur lui. Donc là, il me satisfait en bien, il me surprend en bien. Pas grand-chose à dire sur Aaron Wiggins, si ce n'est le fait que quand Aaron Wiggins est titulaire, le Thunder est invaincu. Je crois que c'est 4 ou 5-0 de bilan.
Donc peut-être pour le prochain match, il faudrait tenter pour voir si jusqu'à combien de matchs ça peut aller. Ça pourrait être intéressant. Non, après le reste, bah, il a développé un shoot. Pour l'instant, il a 41% de réussite sur ses 3 points. Là encore, quand Aaron Wiggins ne sera plus à 41% de réussite à 3 points, ce sera tout de suite moins emballant. Défensivement, il se donne, même si encore une fois c'est très dur de parler de la Ouais. défense positivement depuis 2 semaines. Euh, c'est un peu c'est difficile, son temps de jeu est vraiment assez instable. Il enchaîne les DNP et après il joue. Donc voilà, c'est difficile, mais il me surprend bien parce que quand il est sur le parquet, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, d'ailleurs, moi je suis pas, on va peut-être en parler plus quand on abordera le cas d'un autre joueur, mais moi je suis pas spécialement fan de voir 35 minutes d'Aaron Wiggins, je préfère voir Guidi ou un Treman qui se casse les dents pour le futur, mais de ce que montre Aaron Wiggins, Il ouais, mérite. tu peux difficilement en attendre mieux. Bon, il mérite quand même des minutes, tu vois, moi c'est ça qui m'embête. Bah, pas les DNP, Oui, quoi. c'est ça c'est abusé. Et parce que comme tu l'as très bien dit, quand il est sur le terrain, il est bon. Moi je lui mets 13,5, mais en fait j'aurais pu lui mettre plus s'il jouait régulièrement et qu'il avait fait ça. Tu vois, qu'il avait joué 15 minutes par match et qu'il avait été comme il est maintenant quand il joue. Bah, j'aurais mis peut-être même plus parce que comme tu l'as dit, on n'était pas les plus grands fans de Wiggins, toi et moi. Après, il a prouvé presque à chaque fois qu'il a joué, notamment cette intersaison là, qu'il avait été bon. Là, effectivement, il met dedans. Mais on en avait parlé un petit peu en off. Moi, même quand tu vois, j'avais même pas conscience qu'il était à 40% et je le trouvais très intéressant quand ça défendait défensivement parce qu'il était très polyvalent et il pouvait défendre. C'était pas de 1 à 4, mais tu vois, il était serein quand ça switchait, il mettait de l'intensité, il faisait le taf et tout. Offensivement, je le trouvais vraiment intéressant. Pas comme J-Dub dans un style un peu différent, mais dans les cuts, je le trouvais capable de finir une contre-attaque même en portant la balle, de finir un ou deux drives assez compliqués. Tu vois, il en faisait pas trop, mais il était efficace, il restait dans son rôle et tout. Et tu vois que lui, il a compris ce que ça sera son futur NBA, je pense. Et du coup, ça c'est intéressant pour une équipe qui se cherche encore beaucoup, il faut le dire. D'avoir un joueur qui sait déjà un peu ce qu'il peut être en NBA et ce qu'il peut apporter, c'est quand même très intéressant. Après, voilà, temps de jeu sporadique. Des fois, il va jouer 30, des fois, il va pas jouer, des fois, il va starter, des fois. Enfin, je dis des fois. Non, il n'est pas les Angelique, c'est-à-dire encore, mais ça pourrait arriver. Non, non, je pense pas. Peut-être pas, parce qu'il y a quand même, ils en envoient quand même pas mal d'autres. Mais ouais, Ouais. mais c'est ça qui m'embête un peu avec Wiggins et qui m'empêche de lui mettre plus. Mais par contre, je suis très satisfait quand je le vois sur le terrain et quand je le vois rentrer au final. Je suis plutôt serein et je suis plutôt content. Et tu vois, quand c'est un match où il y a de l'enjeu, où tu te dis, bon, bah ok, là, on va apporter un peu de défense, il va amener quelque chose, tu vois, donc ça, c'est cool. Ouais, moi, quand je vois Wiggins rentrer, je me dis, ah, ça, c'est parce qu'on est dans la merde. Ah, peut-être Du coup, aussi. on fait rentrer, Peut-être on fait aussi. rentrer Aaron Wiggins. Il y a un truc qui me dérange quand même avec lui, c'est que tu parlais de l'espèce de comparaison avec Jalen Williams. En fait, tu prends l'efficacité au cercle de Jalen Williams, tu prends l'efficacité à 3 points d'Aaron Wiggins, t'as OG Anunoby. Parce que le problème, c'est que autant Aaron Wiggins, il met 41% de ses 3 points, autant il y a plus de 50% de ses tirs qui sont près du cercle, il est qu'à Ah, 52% tu de vois, réussite sur ces je le tirs-là. mettais plus, tu vois, Ah non, de et l'an dernier, visuellement. il était à 65. Donc, faudrait faire un mix des deux. Je sais pas comment on pourrait se débrouiller. Mais justement, on parlait de ses cuts. J'ai vu dans le chat dire qu'il amenait de la verticalité. Je trouve que il pourrait mieux l'utiliser près du cercle Hmm. parce que, ouais, moi j'ai le souvenir vraiment de pas mal de séquences près du cercle où Aaron Wiggins, il a une position relativement favorable et il parvient pas à finir. Je Il est trouve plus que, dans ouais, l'évitement que dans la confrontation sous le cercle. complètement. Alors que Complètement. c'est pas l'année dernière qu'il avait mis un ou deux posters assez énormes. Bah, de toute façon, si c'est pas l'an Oui, dernier, mais j'ai enfin, si c'est l'impression. pas Mais cette est-ce que année, je me mets une fausse idée ou est-ce que c'était en Summer League ou est-ce que c'était. J'ai l'impression qu'il y a un je sais ou pas. deux posters. Oui, je pense qu'athlétiquement, il a des qualités à faire valoir qu'on ne voit pas encore tout le temps et ça pourrait être plus intéressant encore, effectivement. Mais tu vois, je pensais qu'il shootait mieux que ça au cercle. C'est l'impression visuelle et des fois différente des stats, tu vois, où je le sentais plutôt efficace. Après, il a peut-être loupé des petits tirs ou récemment, il est peut-être un peu moins bien. Tu sais, quand tu rentres 5 minutes et que tu fais 0 sur 3 ça te ressent vite dans les stats après 20 matchs, en fait. C'est ça aussi. Suivant, c'est pas Hmm. Kenrich Williams. Intéressant, c'est pas celui qu'on parle le plus. Je lui ai mis 12.
Moi, j'ai mis 11. C'est vraiment le mid par Ouais, excellence, de quoi, ouf. Kenrich. C'est... Alors, j'ai été surpris en préparant le podcast de voir ces pourcentages qui sont plus corrects que ce que je pensais. Euh, Oui, je j'ai- pensais que j'ai mis plus voilà, que la moyenne. voilà, parce que je pensais qu'il tirait pas bien cette saison. Et en fait, il est à plus de 50% à 2 points et 34% à 3 points. Euh, et je pensais pas du tout. J'avais l'impression qu'il mettait pas dedans et que. Alors, il apporte toujours, et notamment sur certains des derniers matchs, du Kenny Hustle, quoi. On va pas. On en a parlé un paquet de Chicago. fois, mais ouais, contre Chicago, les rebonds, je vais arracher un ballon, je vais faire une deflection qui va permettre à l'équipe de gagner du temps, enfin plein de trucs comme ça qui font qu'il a eu son contrat, qui font qu'il doit être dans la rotation quand même régulièrement. Lui aussi quand même il a un temps de jeu un peu, comme globalement tous les mecs du banc, tu sais pas trop quel temps de jeu ils vont avoir. Mais lui c'est pareil, j'ai quand même quand il rentre t'es plutôt en sécurité normalement, c'est un grand mot, hein. Mais t'es plus, t'as moins Tu sens d'incertitude que t'es qu'avec dans la d'autres. merde aussi. Oui, mais t'as quand même moins d'incertitude qu'avec d'autres quand ils rentrent où tu sais pas trop ce que ça va faire, notamment d'autres qu'on a parlé juste avant, hein. Euh, ouais, j'attends quand même un peu plus en quantité de Kenrich. Tu vois, les chiffres de moyenne de stats, etc. sont. Je pense qu'il peut faire plus. Après, il a un rôle vraiment. Il ramasse les miettes, hein, quoi. Donc, c'est compliqué, mais pour moi, il doit pouvoir faire un petit peu plus. Moi, j'ai mis 11. J'ai pas mis plus parce que je trouve pas que ce soit non plus Non. absolument flamboyant. Tu disais que t'étais surpris du fait qu'il shootait à 34% à 3 points. Lui, pour le coup, avait mal Hmm. débuté. Mais c'est juste que comme il en tente moins que Lou Dort, c'est un peu plus facile de Ça se remonter tes rattrape vite. pourcentages Oui, quand oui, tu oui. mets dedans. Ça se rattrape vite. Un point qui est intéressant, qu'il faut toujours, que j'aime bien rappeler, parce que comme tu es l'équipe qui drive le plus vers le cercle, c'est important de savoir quels sont tes pourcentages de réussite près du cercle. Kenrich, il est à 76%. Là, ça commence à devenir très très sérieux. Tu es dans le 80e percentile de la ligue. Moi, je le trouve intéressant dans le sens où il t'apporte ce seul complètement, comme tu as dit. Contre Chicago, sur la dernière possession du temps réglementaire, c'est lui qui va se battre avec Vucevic pour Hmm. éviter que Vucevic récupère le rebond offensif. Et après avoir récupéré le rebond offensif, enfin, après avoir récupéré le rebond, il se bat pour que ce ne soit pas un jump ball, mais pour qu'il récupère la balle. Donc ça, c'est vraiment du pur Kenny Hustle comme on le connaît. Moi, je le trouve intéressant, notamment son petit mid-range là, qui tombe souvent dedans. Il a 42% de réussite sur ses longs mid-range. Donc ça peut être une alternative. Après, voilà, c'est vraiment... c'est difficile de voir son rôle encore parce que voilà, je sais que ça pose pas mal de problèmes aux gens et moi aussi ça peut aussi m'agacer, mais comme tu as des temps de jeu assez instables et Hmm. comme tu as beaucoup de joueurs qui peuvent potentiellement être envoyés tellement bah, tu as peu de différence de qualité entre les joueurs, quoi. C'est un peu le problème de la reconstruction, c'est que tu as beaucoup de joueurs avec un niveau assez équivalent. C'est que bah, Kenrich, un coup, le match contre New York, il est DNP, si je dis pas de bêtises. Et le match contre Chicago, ou non, ou le match contre Denver, il doit être DNP. Et contre Chicago, il est là dans les dernières secondes Hmm. du temps réglementaire. Donc ça peut gêner et ça peut aussi être un peu frustrant pour la notation. Ouais, c'est ça qui est dur aussi pour nous et pour dans l'analyse. J'imagine même pas ceux qui regardent, tu sais, le Thunder, mais pas tout le temps, qui des fois voient un mec, après le voient plus du tout, après, enfin, tu vois, ils doivent se Oh, dire, il voit que chez, hein. oui, globalement, oui, globalement. Mais non, je suis d'accord avec toi. Après, pour le coup, Kenrich, j'ai l'impression qu'il finit quand même très peu au cercle, très peu de drive. Je sais pas si tu as les quantités, mais à Attends, la part un ou deux lay-up fréquence, où il est tout seul, j'ai l'impression que c'est très peu. 42% de ses tirs sont près du cercle, c'est un record en carrière. Ah bah tu vois, je peux. Mais il prend pas beaucoup de tirs. Après, tu me diras, ça fait pas beaucoup en Ah quantité. non, non. Donc oui, c'est peut-être pour ça. Mais après, voir ce que. Tu vois, tu parles des pourcentages au cercle. Est-ce que c'est important effectivement parce qu'on drive beaucoup, mais après, à voir ce qu'on fait des drives parce que t'as des drives où tu vas finir plus ou moins à mi-distance, où tu vas t'arrêter. Il y a des drives qui sera plus du kick-out, c'est tout. Donc, non, ce sera un truc qu'on pourra débattre ça dans des futurs épisodes sur le collectif. Mais non, Kenrich, pour en revenir à lui, il fait du Kenrich, mais on pourrait en attendre un petit peu plus. Moi, je pense qu'il peut faire quand même mieux. Il peut pousser plus. Après, c'est toujours pareil. Lui, quand on sera, je pense, compétitif, il sera meilleur. Voilà. Il sera, Ou pas là. il sera, Ou pas là. il sera échangé pour équilibrer les salaires Soit avec il sera meilleur, potentiellement un joueur. soit il sera plus là, effectivement. Non, mais je pense qu'il pourrait.
Enfin, je sais pas si c'est en fonction de son niveau ou en fonction de son temps de jeu. Je pense que s'il avait ne serait-ce qu'un tout petit peu plus de temps de jeu, la production Ouais, statistique serait plus ouais, élevée et on lui aurait peut-être mis 13. ouais. 12 ou Mais tu 13. vois, lui, si demain on doit jouer des playoffs, ça me choque pas qu'il joue, tu vois, comparé à d'autres où j'ai plus Ah, en des. même temps, Oui, t'as vu le roster, oui, non, mais c'est... je pars de. Là, c'est de l'imagination, mais voilà. Joueur suivant, il nous en reste 3. Darius Bailey, très intéressant, dont on parle peu sur ce début de saison. T'en as zappé un. Qui j'ai zappé? Giroud. Ah oui, j'ai appuyé 0, excusez-moi, excusez-moi. Oh, le pot. Ah, ça résume sa carrière, quoi. C'est vraiment le. On Qui a le zappe, disparu mais. de ma feuille, en plus j'avais noté des trucs, il a disparu. Parlons de JRE, alors combien tu l'as mis? 12. Ouais, moi aussi je lui ai mis 12. Même note qu'Aaron Wiggins. Même note qu'Aaron Wiggins. Pourquoi? Parce que JRE, qu'est-ce que je l'ai défoncé l'an dernier Oui. sur la seconde partie de saison. Qu'est-ce que je croyais pas en lui pendant tout le processus de pré-draft et même de post-draft ou de pré-saison où je le voyais potentiellement en concurrence avec Jane Williams. Fallait quand même être fallait quand même être très stupide pour Ou balancer très ce chaud genre sur de Jalen bêtises. Williams. Ou très bas sur Ouais. JRE. J'étais plus très bas sur JRE que très chaud sur Jalen Williams. Euh, et ce qui le sauve, enfin, pas ce qui le sauve, mais ce qui fait qu'il est intéressant dans le collectif du Thunder, c'est qu'il met ses 3 points. 39% de réussite à 3 points. Euh, Peut-être que lui et Poku, je l'ai vu dans le chat, bénéficient de l'arrivée de Chip potentiellement. Après, bon, c'est difficile de mesurer les apports d'un assistant coach sur des joueurs NBA. Mais bon, on va dire que c'est les deux qui connaissent une augmentation de leur réussite à 3 points. Alors après, est-ce que ça met à leur crédit du coach, c'est un mix des deux, je pense. Mais voilà, il est intéressant. Près du cercle, il est toujours frustrant. C'est que il a moins ces passages où il a les mains beurrées ou déjà parce que Guidi lui fait plus les passes qu'il lui C'est faisait vrai. l'an dernier. Du coup, tu vois un peu, il se retrouve un peu moins grand ouvert sous le cercle pour louper des paniers faciles, mais en termes de réussite sous le cercle, il a 61%. L'an dernier, il était à 59. Je le trouve, voilà. Là où il me frustre, c'est défensivement. En fait, s'il était capable défensivement d'être un poil meilleur que ce qu'il a actuellement, il serait parfait en complément de Poku. Et là, je trouve que défensivement, GRE, il se bat, il est capable de switcher, mais j'ai toujours cet arrière-goût chez lui qui fait que Mm, défensivement, pour moi, c'est pas suffisant. mm. Ça, sans même parler de son manque de verticalité, c'est pas suffisant et il est à pas grand chose d'être titulaire indiscutable avec beaucoup pour faire la raquette, mais défensivement, il manque ce truc près du cercle pour lui mettre une note plus élevée aussi, tout simplement. Ouais, bah, on a rarement été aussi d'accord sur JRE. Bah, c'est peut-être même la première fois. Non, je suis comme toi, défensivement, je suis sur un entre-deux, où des fois j'ai l'impression qu'il fait du bon taf, mais en fait, ça marche pas forcément. Que ce soit en poste Mm. 5 sur des lourds, en poste 4 sur des ailiers un peu plus petits, enfin voilà. Il est pas nul, dans les placements il est correct, il fait à peu près le taf et tout, mais t'es pas dominant, des fois tu te fais passer facilement, enfin il manque un petit truc, c'est comme tu l'as dit, je suis complètement d'accord avec toi, il manque un petit step en plus où il pourrait être très correct en fait défensivement, mais il manque un petit truc, est-ce que, bah dimension physique forcément, mais il va pas l'obtenir maintenant, donc à lui de compenser autrement, mais il manque un petit truc. Offensivement, par contre, je suis convaincu cette saison. Je vais pas mis plus parce que la défense c'est son rôle, mais offensivement, je suis plutôt convaincu parce que, bah, là, comme tu l'as dit, il met dedans. Il tire avec confiance, il y a des fins de transition, il y a des spot-up, un peu moins de pick and pop. Après, il joue peut-être moins 5 que l'année dernière, peut-être moins poseur d'écran et tout, parce qu'il est souvent avec Beasley et beaucoup qui font ça. J'ai cette impression là, ça aussi c'est du visuel. Mais par contre, je trouve qu'il a beaucoup progressé sur les drives. Il est capable maintenant de driver, d'aller finir une contre-attaque, de finir une situation où il y a un grand qui sort un petit peu sur lui et il va plus vite que lui. Donc ça c'est intéressant. Et pour le coup, près du cercle, ben, il y a cet aspect moufle avec JRE qu'on a depuis longtemps, mais j'ai l'impression que c'est en diminution aussi. Je vois moins de passages moufle. Il est plus à l'aise près du cercle, il en loupe moins. Effectivement, il a moins de passes de Josh Giddey où il envoie des missiles dans les mains, il les attrape pas. Mm. Mais je trouve pour l'instant mieux sur cet aspect-là aussi. Bah après, il fait du JRE. Concrètement, c'est du role player en devenir, comme on l'a prévu depuis un petit moment. Mais c'est intéressant son début de saison aussi. Et lui aussi mérite d'avoir des minutes, on va dire, régulières.
comparé à d'autres. Enfin, de toute façon, t'es obligé, hein, parce que si tu fais pas jouer JRE, ta rotation intérieure, Ouais, ça elle est un ressemble peu. plus. Déjà que là, c'est pas évident, ça va être encore pire. Hmm. Dans le chat, il y a Lionel qui nous dit que il est horrible dans les stats. Je suis pas d'accord, hein. Il est pas, il est... Le on-off est pas dégueulasse. En offensive rating, il est à 110, ce qui est bien meilleur que plein de gars. Defensive rating, il est meilleur que Jalen Williams, par exemple, qui est le pire defensive rating de tout le Ouais, donc roster. comme quoi. Donc, C'est pour ça que comme j'ai quoi. du mal avec des ratings individuels. Bon, à part. Enfin, chez, c'est évident. Mais il y a certains trucs, surtout à 20 matchs, j'ai vu comment le Thunder a de vitesse et tout. Enfin, il y a des trucs que j'ai des stats que j'ai de plus en plus de mal parce que je trouve pas ça représentatif en fait de ce qu'on voit ou de ce qui se passe sur le terrain, tu vois. Mais après, ça, c'est chacun son appréciation de la stat. Mais voilà. Ouais, parce que si tu parles, enfin, le on-off de JRE cette année, il est à -4. Le on-off de Poku, il est à -11. Ouais, tu Donc, vois. tu peux faire dire n'importe quoi à Ouais, une stat, ouais, hein. Et pourtant, sur le parquet, t'as plus envie de voir Poku hmm, que JRE. Donc, carrément. voilà. Bah, on a raté son moment il y a quelques minutes. Parlons de Darius Bazley. C'est bon, cette fois c'est bon, on n'a pas oublié Ouais. JRE. Combien tu lui as mis à ce bon vieux Darius? 10, c'est le seul qui a pile la moyenne. Ok, je lui ai mis 12 aussi. Je vais commencer parce que. Pourquoi je lui ai mis 12? En fait, j'aime bien ce que je vois sur le terrain de Darius Bazley, mais il y est très peu. Et ça, je suis surpris qu'il joue même aussi peu. Bah, comme tu l'as dit, la rotation intérieure, elle est quand même pas très épaisse. Surtout que Muscala est en plus blessé en ce moment. Enfin voilà. Il a très peu de temps de jeu. Il doit, je pense, même prouver à chaque fois qu'il est mis sur le terrain qu'il mérite des minutes. Tu vois, là, contre Chicago, il fait un gros match. Et le match d'avant où il joue peu, enfin tu vois, selon s'il est bon, il va jouer beaucoup ou pas, quoi. Il est vraiment en test, à chaque fois j'ai l'impression qu'il rentre sur le terrain. Et pour le coup, je trouve qu'il est quand même intéressant. Moi, je trouve que défensivement, il a toujours un apport. Il apporte toujours de l'intensité des deux côtés du terrain. Il met un peu plus dedans à 3 points que les autres années. Alors ça, Bon, ça, je le compte même pas dans les points positifs. Mais je le trouve quand même moins foufou qu'auparavant. Bon, c'est reste Darius Bazley, mais il y a moins de moments où tu dis oh là là, où comment ça va finir, qu'est-ce qu'il fait. Je le trouve un peu plus tranchant, un peu plus efficace sur ses mouvements et ces choses-là. Après, il doit encore augmenter ses pourcentages, etc. Il doit augmenter son impact, hein, globalement. Il doit être capable de produire plus que ça. Mais il est vraiment très peu utilisé, en fait. Je suis surpris de ça. Est-ce que, limite, on peut se poser la question, est-ce qu'on tourne pas déjà la page de Darius Bazley, quoi? Parce que tu te dis, il est vraiment peu utilisé. peut-être, malheureusement, malheureusement, j'ai envie de dire, hein. Tiens, d'ailleurs, le on-off de Basie, il est positif, il est à Hmm. plus 2,3. Donc ouais, voilà. Non, c'est difficile. Moi, je lui ai mis la moyenne parce que il y a des moments où je suis désolé et quand je vois la capacité qu'a pour l'instant Poku à mettre dans le panier, euh, défensivement, tu résoudrais tellement de tes problèmes si tu faisais une raquette dans le starting five Poku Bazley. En fait, tes problèmes, tu n'as pas de problème à l'intérieur défensivement quand Basie est là, ou en tout cas, tu en as beaucoup moins que quand il Hmm. est pas là. Parce que, pour une raison simple et pas compliquée, c'est que les joueurs du Thunder, quand ils voient que Bazley est en post-up sur un intérieur, ils ont confiance dans la capacité de Bazley de tenir le mec. Ils vont pas venir aider à 4 joueurs, ce qui donne un kick-out. Il a toujours un plus grand nombre de comptes que de fautes cette saison, c'est toujours le cas. Après, voilà, il y a le problème offensif, j'ai envie de dire, c'est que défensivement, il gommerait la quasi-totalité, bon, la quasi-totalité peut-être pas, mais il gommerait une grande partie de tes défauts et des difficultés que tu peux rencontrer récemment. Mais par contre, offensivement, quand il drive, c'est quand même compliqué. La réussite près du cercle, elle est encore moins bonne que les Ouais. autres années. C'est pour vous dire à quel point c'est pas terrible. Mais voilà, il est capable de switcher. C'est défensivement, il peut faire tellement de choses que il faudrait que le Thunder ait vraiment quatre gros attaquants pour que Bazley soit dépossédé de toute et quatre gros shooters aussi pour que Bazley soit dépossédé de toute qualité et de toute responsabilité offensive. Mais Il devrait pas être aussi je trouve négatif défensivement, enfin, ou aussi capable de rien faire. On avait vu des choses qu'il était capable de faire, quand même, des passages où il faisait. Alors, c'était des fois un peu n'importe quoi, mais il y a quelques drives où il est efficace sur des Eurosteps, sur des trucs. Il est capable quand même c'est d'aller. trop rare. Il est capable d'aller assez haut, tu vois, si tu le sers sur pick and roll, sur des alley-oops, sur des finitions à lancer. Enfin, tu dois avoir moyen quand même de l'utiliser offensivement, mais
Mais ouais, je suis d'accord avec toi, où là, actuellement, en fait, défensivement, il t'apporte beaucoup et il faut que tu trouves le moyen peut-être de le mettre sur le terrain, en fait. Et on nous le dit dans le chat, est-ce qu'il fait vraiment plus partie du projet? Bah, peut-être, hein. Bah, en tout cas, ça a pas l'air bien Moins que parti, les hein, autres années, en tout cas. Bah, largement. Ouais. Attends, l'an dernier, il jouait 28 minutes. Cette année, il en joue 16. Mm. Son temps de jeu est quasiment divisé par deux. Bien sûr. Mais tu vois, moi, quand je vois un match comme contre Chicago, je me dis, ah, il y a quand même quelque chose, tu vois, c'est dommage, tu vois. Mais il est rarement négatif Ouais, dans ses entrées de jeu. ouais. Mm, mm. Comme d'ailleurs, à chaque fois que Beasley sortait du banc, il a rarement été négatif, en fait. C'est quand il était dans le 5 que des fois il était négatif auparavant. Même souvent. Oui, même souvent. Même souvent. Il nous en reste deux. L'autre vétéran de l'équipe, c'est Mike Muscala. Bon, là, on va pas avoir 10 000 choses à dire. Je lui ai mis 8 à Mike Muscala. Oh, la même note. Oh. Moi, je lui ai mis 8 parce qu'il met pas dedans et que c'est ce qu'on lui demande Putain. concrètement. Ah, bah, clairement. Et en vrai, Clairement. c'est une note et une déception que je m'attendais pas à mettre. Pour le coup, c'est un des trucs sur lesquels j'étais serein qu'elle allait mettre dedans et toi aussi, je pense. Et là, Ouais, clairement. Non, 8, c'est très décevant. C'est insuffisant par rapport à ce qu'on attendait de Mike Muscala. L'an dernier, il était à 45% de réussite sur les 3 points qui n'étaient pas dans le corner. Cette année, il est à 31. ouais. Ah bah la chute, elle est violente, hein. Donc globalement, Mike Muscala, tu le sortais en cas d'urgence extrême ou de besoin extrême l'an dernier. T'essayes de faire ça cette année, mais ça marche pas vu qu'il met pas un tir dedans. Le shooter que tu fais rentrer en cas d'urgence extrême, c'est devenu un autre gars dont on va parler juste après. Mais voilà, il est pas défensivement, c'est compliqué. Il se donne, mais voilà, ça reste toujours Mike Muscala. Et en plus, il vieillit, donc ça devient de plus en plus limité. Et comme il met pas dedans, en fait, JRE a repris la capacité au poste 5 de s'écarter qu'avait Muscala l'an dernier et même l'année précédente. Hmm. Non, mais après, le début de saison, il mettait dedans. Tu sais, il avait toujours le Muscala PER où il était troisième ou je sais plus quoi. C'était toujours exceptionnel. Ouais, Mais ouais, petit à petit, il a beaucoup moins joué aussi. Les pour ça tombe moins dedans. D'autres bah, se sont montrés un petit peu comme on a dit JRE. Beaucoup, bien sûr. Donc, ouais, à voir s'il arrive à se relancer quand il sera revenu de blessure. Mais il pourrait quand même être utile en vrai, Mike Muscala, s'il est capable de mettre des tirs et d'apporter quelques minutes dans la rotation intérieure. Parce que tu peux en avoir besoin. Et je pense qu'il sera là peut-être. Je sais pas jusqu'à quand il sera là, ce sera une autre problématique. Mais ouais, je suis assez déçu et je suis même assez surpris de devoir être déçu de Mike. Tu vois, c'est ça qui est le mot peut-être. après, comme on nous dit dans le chat, sa mère est décédée en début de saison. Bon, Bon, il y a il y a plusieurs, peut-être des oui. circonstances Il y a off des qui. circonstances familiales, bien sûr, non, bien sûr. Il y a plein Bien de choses sûr. à prendre en compte pour cet aspect-là. Peut-être qu'il y en a pour Josh Giddey dont on n'est pas au courant, peut-être qu'il y a, je vois, on dit pour Mad moi Il aussi, s'est trouvé une meuf. ou plusieurs, peut-être Giddey, dans chaque ligne. Ah non, ça c'est Lou Williams. Dernier joueur, là je pense que ça va être assez drôle, ça va débattre pas Ah, je mal. coupe le chat, là, je veux pas vous voir. Là. Isaiah Joe. Combien as-tu mis à Isaiah Joe pour ce temps? 11. Je lui ai mis 12, j'ai quand même mis plus que toi, c'est incroyable. Ouais, mais si 12 c'est ta moyenne, j'ai peut-être noté plus que toi du coup. Oui, c'est vrai. C'est 12, Oui, c'est à peu c'est près ta vrai. moyenne. Ouais, 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 Donc ouais. j'ai noté un point de plus que toi. Il faut arrêter les gens avec Isaiah Joe. C'est heureusement que vous n'étiez pas là à l'époque d'Anthony Moreau, hein. Ou s'il y Ah avait des ouais. gens qui étaient là, j'espère que vous ne demandiez pas autant de temps de jeu pour Anthony Moreau, hein, parce que Isaiah Joe, très bien, très bien. Il met des paniers, bravo. Pas tout le Mais temps, pas tout le temps. alors pas tout le temps. Et globalement, Isaiah Joe, si vous voulez l'arrêter, c'est pas compliqué. Vous faites un truc, vous l'empêchez de shooter à 45 degrés sur sa gauche et il met plus à 3 points. J'ai pas la stat sous les yeux, mais je sais pas combien de ces 3 points il a rentré. C'est le même spot, c'est sur sa gauche à Mm. 45. C'est le même endroit. Et on sait Ou que c'est Alex là parce Abrines, qu'on bien lui, sûr. on lui met. Tu sais, il pose les écrans pour chier à chaque fois dès qu'il est sur le terrain. Il ressort là à chaque fois. On le sait, tu vois. Oui, 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 donc voilà, c'est son spot et il n'y a pas d'autre spot ailleurs. Euh, il faut arrêter à un moment avec Isaiah Joe. Défensivement, euh, c'est- Non. si tu veux parler du match de cette nuit, le run des Rockets, c'est Isaiah Joe qui prend 2 paniers de suite de Garrison Matthews sur la tronche. C'est lui qui lance Et le qui, et run. qui en Après, loupe en les plus Rockets se de sont. l'autre côté du terrain à un moment. Oui, Donc, grand ouvert. Donc voilà, Isaiah Joe.
ça peut arriver, hein, les mecs qui tournent à 45% de réussite à 3 points sur un début de saison, ça va quand même se calmer. Je vois des gens qui disent que Ajayi Joe doit être starter. Non, il doit pas être starter. Et globalement, ce dont tu as besoin le Thunder, c'est. T'aurais eu Isaiah Joe l'an dernier. J'aurais compris que tu as envie de lui donner du temps de jeu. T'as Isaiah Joe cette année. Ah, c'est pas de tir à 3 points dont tu as besoin depuis 2 semaines, c'est de défense. Et Et là, il t'aide globalement, pas. Isaiah Joe ne t'en apporte pas, quoi. Non, pas du tout. Mais voilà, après, quand il rentre, il est jamais, hormis cette nuit, il est jamais négatif. Contre Denver, il a été exceptionnel. Mais calmos quand même, ça reste Isaiah Bah, Joe. c'est ça, c'est comme tu dis, c'est qu'il y a eu 3 ou 4 matchs où il était exceptionnel et il t'a relancé, où il a mis tout dedans. Et en fait, il a même pas été, il a juste tout mis dedans. C'est genre, on lui a donné le ballon, il a mis dedans. C'est, tu vois, c'est. Alors pour OKC, il y a des moments, c'est exceptionnel ça. Mais où on compare Lindy Waters, effectivement, le profil pour moi est similaire en fait. Lindy Waters c'est même plus grand et plus long. Joe, je pense que c'est l'un des joueurs les plus petits de l'effectif. Il shoot mieux quand même, Joe, que Oui, 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 Waters. Oui, il shoot mieux. Mais c'est l'un des joueurs les plus Il shoot petits. mieux sur un stop, hein. On m'a, Enfin sur un alors, spot, hein. moi, on m'a vendu, enfin, surtout au début de saison, c'est un free Andy, il défend bien et tout. Il défend pas bien. Sur le 1 contre 1, il défend pas bien. Alors on m'a dit collectivement il défend bien, il provoque des passages en force et tout, oui, mais il est négatif sur plein d'autres aspects défensivement où tu dois compenser. Hein. C'est pas, il y a une raison pour laquelle Mark Denol, quand Joe est dans le clutch, il fait attaque-défense comme au handball avec lui. Quoi. Il y a une raison, hein. C'est qu'il défend pas. Ensuite, il est très adroit, c'est très bien, mais c'est un trou noir. Il y a un moment, je me suis amusé contre je sais plus quel match, à voir s'il faisait des passes. Et je pense. Ah non. Mais 100% des paniers de Joe sont assistés. Oui, mais lui Voilà. il fait zéro passe. C'est genre, Ah oui. pendant 5 minutes, bon, alors, il a touché le ballon je sais pas combien de fois, mais il faisait zéro passe. Et pour le coup, vu comment joue le Thunder, c'est pas le truc le plus efficient. Alors, il est vachement parce qu'il apporte du spacing et qu'à côté de chez, bah, ça marche bien parce qu'il y a tellement d'attractions autour de chez qui est souvent tout seul. Mais, enfin, doucement en fait, c'est un shooter pur. Donc, ouais, il y a des moments, il va prendre feu, il va tout mettre dedans. Mais pour l'instant, il est très unidimensionnel. Et on est loin d'un Duncan Robinson ou d'un Joe Harris ou de ces joueurs-là pour l'instant. Hein. Donc, de là, le faire jouer Ah des oui. énormes minutes, il y a doucement. Après, effectivement, sur les moments où il joue, il est intéressant parce qu'il apporte du tir, il a rarement été négatif, comme tu l'as dit. Hein. De là à dire qu'il est négatif, c'est dur. Non, quand même Je pas. pense que ce qu'il apporte offensivement, pour l'instant, compense défensivement, mais sauf que quand il met pas dedans, ça devient bah, très vite Mais cataclysmique. ça sert à rien, Voilà. quoi. Donc je lui ai mis 12 parce que c'est quand même encourageant. Après, il a quand même pas énormément joué non plus. Il a joué des matchs, il a eu plus ou moins de temps de jeu sur les matchs. Mais après, la hype Joe, je pense que toi et moi, on aime bien le gars, c'est pas la problématique, mais on n'est pas dans la hype comme même certains de notre compte peuvent l'être, des fois en direct sur Twitter. Non, non, on n'est pas dedans, mais plus 25 de on-off pour Isaiah Joe. C'est vraiment la stat, c'est n'importe quoi. Tu parlais 25. Tu parlais de la taille, c'est un 6'4". Isaiah Joe, là où Lindy Waters est un 6'6", donc ça fait 7 ou 8 cm d'écart, si je dis pas de bêtises, si on convertit. Les Américains avec leur Ouais, système c'est chiant. impérial. Il y a que eux, hein, pour faire ça en plus. Bref, non, mais tu vois, tu parlais de Duncan Robinson. Duncan Robinson, c'est une. Mais Duncan Robinson, comme Joe Harris, ils ont cette particularité de ne plus jouer avec leurs Oui, franchises d'ailleurs. respectives et que les franchises aimeraient bien les échanger. Principalement parce qu'ils coûtent extrêmement cher et que défensivement, ils en foutent pas une. Et tu rajoutes le supplément, je mets pas un tir pour Joe Harris. Depuis sa blessure et depuis le tir loupé face au box, c'est plus le même. Mais voilà, le reste. Pour moi, t'as pas besoin d'Isaiah Joe en soi cette saison. T'as besoin de défense. Et franchement, ça va énerver les gens. Les gens vont pas être d'accord avec moi, mais t'as plus besoin de Darius Bazley en ce moment que d'Isaiah Joe. C'est comme moi je l'ai dit, je le dis depuis le début de saison, je préfère mettre Aaron Wiggins que Isaiah Joe sur le terrain. Mais bon, ça c'est pareil. Tu vois, Ouais. Isaiah Joe, en vrai, on l'aurait eu l'époque Russ, ça aurait été incroyable. Je pense qu'on aurait. Si ça avait été Alex Oui, Fabregas, enfin si oui. c'était transformé en Abrines, Oui, bon, mais tu vois, c'était un pas. Brunès sous Mais stéroïde. t'avais Anthony Moreau pour Ouais, mais ça. bon, C'est juste que Donovan, il ouais, l'aimait pas parce qu'il ouais, défendait pas, quoi. Mais
Non, après, c'est normal, voilà, on me dit dans le chat, c'est normal de s'emballer quand il fait une perf où il met 7-3 points et voilà. Mais de là à réclamer tout le temps, à dire. Waters a pas fait un match à 7-3 points aussi? Si, mais pas, je sais pas si c'est en Face- période. Peut-être pas 7, hein. Mais après, est-ce que c'est quand il y avait Il fait un gros match en quand fin il y de avait saison, personne? là, quand il n'y a plus Ouais. personne. Ouais. On Attends, a une belle question, c'est est-ce que Omoriori n'a pas plus d'impact? C'est Non. différent. Plus, non, parce qu'il a pas Non, fait non. tourner. Il a apporté sur certains matchs. Mais tu vois, Omoriori, je comprends plus. Enfin, il défend fort, il met de l'intensité, il met. Bon, c'est plus compliqué offensivement, mais par exemple, mettre Omoriori maintenant, qu'on a du mal à défendre et sur certains trucs, ça me choquerait moins, tu vois. Oui, mais après, Omorui n'a pas fait tourner un ou deux matchs Oui, comme Joe non, a ça pu le par contre, faire. c'est sûr, on peut pas dire ça non plus. Ouais, tu vois, ça a pas trop râlé sur Joe. Ça va, ça va. Parce que là, on a l'élite parmi nous, Ouais, c'est pour ça. l'élite du chat. Et je crois qu'on a fait tout le monde, Constant. Donc on n'a pas inclus Omoriori, Waters qui ont peu joué, Dieng, on trouvait ça non plus, il a peu joué. Là, il est revenu cette nuit, mais il a quand même très peu joué. Il a fait un peu de minutes début de Ah bon, il est saison. revenu? J'ai Où pas son pas vu. ombre était là. Ah, ouais, non, mais en plus, il est pas mal en G-League. Pas que j'ai vu, hein. Parce que Non, je calmons-nous, on va regarde le pas regarder Thunder, la je sais G-League, pas. non. Ça pour le coup. Attends, t'as commenté de la G-League Oui, sur cette chaîne Twitch, je te oui, rappelle. on salue Samson. Mais, bah, bien sûr. Mais, non, non, mais de ce que j'ai vu, c'était intéressant. Enfin, de ce que j'ai lu, c'était intéressant en G-League. Mais là, effectivement, on va pas. Enfin, si on le notait, on lui aurait mis une mauvaise note. Donc, ça sert à rien. Ouais. Oui, on l'aurait descendu pour pas grand-chose en fait, donc c'était pas très viable effectivement. Bon, en tout cas, Et Dieng n'a pas plus de minutes que Bazley, mais il en a plus que Joe en en cumulé, ouais. cumulé. Bon, en tout cas, c'était un épisode très intéressant. C'était intéressant de voir un petit peu vos notes et ça, c'est un bon épisode à partager avec vous dans le chat. Donc, merci à tous d'être venus pendant cette grosse heure sur le Thunder. On se retrouve très vite, normalement dès la semaine prochaine, pour un nouvel épisode, sûrement de podcast. On espère avoir eu des matchs un peu mieux que cette semaine quand même. C'était pas la meilleure semaine pour OKC, notamment, on va dire quand même le week-end, c'était pas quand même le meilleur. Oh, le programme est Mais le compliqué. programme Hein. est Ouh là compliqué, là, parce que effectivement. prochain match, tu vas à New Orleans. Alors, tes problèmes à l'intérieur. Comment t'expliquer? Est-ce que Là, je pense que Bazley, c'est même pas il doit être titulaire, c'est que c'est une question de vie ou de mort, en fait, le mec titulaire. est-ce que Zion joue? Je crois en ce moment il joue, donc ouais. Ouais, mais par contre, je crois que Brandon Ingram s'est fait mal à l'orteil. Non, on a Position. dit qu'on ne notait pas d'Egnolt en début de podcast, on en discutera. Il aura un Oui, podcast on en a déjà consacré à fait. lui, ne vous inquiétez pas. On a déjà fait. Donc on se retrouve très vite. Abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Instagram, lâchez 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast, sur Spotify aussi, je crois que vous pouvez. Et voilà, à bientôt, salut tout le monde, profitez bien de vos nuits et restez cool entre vous. On va venir comme ça. Ouais, calme. Gentillesse. Que du basket. Salut. Salut.